Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Les nouveau-nés, les adolescents sont de plus en plus, et même depuis quelques années, de véritables cibles des maladies rares au Cameroun. L'obésité, l'insuffisance rénale, l'AVC et même les cancers, que l'on croyait être des maladies des adultes, déciment ou traumatisent davantage les tout-petits. Ce soir, Regard social vous propose deux cas que vous aurez à révéler, à découvrir donc au cours de cette édition, des cas qui traumatisent, des cas qui touchent et des cas qui empêchent l'évolution et même l'épanouissement des familles. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. C'est Regard social. Ce sont deux enfants, pour des mamans également, et des pathologies différentes, mais que vous aurez également à découvrir dans cette édition. Ndokmo Sylviane, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, vous êtes la maman de Belvia Indira. Elle est âgée de 4 ans. Oui, monsieur. De quoi souffre-t-elle? Elle souffre d'une tumeur sur le bras. Depuis 1 an aujourd'hui. Quand ça avait commencé, j'étais couchée au salon avec elle. Pendant ce temps, elle chauffait un peu. Et ses sœurs étaient à l'école. Au moment de me réveiller, elle surssaute en même temps que moi. Elle commence à pleurer. Je tiens alors le bras. Je ressens une boule à l'intérieur. C'est là où je touche. Je dis, hey, c'est quoi qui arrive à ma fille? Je touche le bras. Je ressens le petit boule là fuir, ça part de l'autre côté. Je touche encore, ça fuit, ça part de l'autre côté. Je dis, hey, qu'est-ce qui ne va pas? En ce temps, j'étais enceinte d'1 mois. Il y avait un retard d'1 mois. Je dis, hey, j'appelle ma mère au village. Je dis que maman, Ça fait combien de temps à peu près qu'elle est dans cet état où qu'elle souffre? ça fait aujourd'hui 1 an, 2 mois. Qu'elle souffre 1 an, de 2 ça. mois qu'elle est malade. Oui, monsieur. Vous dites bien que ça a commencé par Pas un petit une bouton. petite boule, un bouton. Oui, petit boule à l'intérieur. Et quand tu touchais, ça fuait de temps en temps. C'est au fur et à mesure que le temps passe que ça a pris pulsion, comme vous voyez là. En 1 année seulement, c'est parti du simple au double en termes de volume. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui a été fait entre-temps? Vous l'avez amené où? Entre-temps, je l'ai amené à Tico. De Tico, on m'a envoyé à l'hôpital de Mbingo, derrière Mbopi. À Mbingo, on m'a envoyé à Motengene. Avec mes 2 jumelles, tous ces parcours-là, je ne pouvais pas le faire. Ma maman a donc pris l'enfant. Je laisse ma fille. Je vais l'amener à Tchang. Vous disiez Chez que les l'enfant sœurs. était en vacances chez la grand-mère. Et oui, Lorsqu'elle est revenue, lorsqu'elle est revenue, c'est là où j'ai ressenti ces petits boules à l'intérieur sur son bras. est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose pendant qu'elle était au village Non, que vous ne monsieur, savez peut-être pas? je ne suis pas au courant. Rien du tout. Elle est rentrée, pas de maladie, rien. C'est bien après que j'ai ressenti ces petits boules à l'intérieur. Mhm. Et comment vous vivez avec elle? Vous êtes allé, vous dites avoir fait le tour des formations sanitaires, mais vous étiez quand même chez les marabouts. Oui, je suis allée chez un marabout là-bas en Tengue, précisément l'époux. Lui, il a fait ce qu'il pouvait le faire. Il nous a demandé d'aller à l'hôpital, que ça va aller. On va opérer. Et nous sommes rentrés ici, ça fait aujourd'hui 1 mois. Moi, je faisais la couture. Depuis 7 ans, je ne parviens plus à travailler. Et aujourd'hui, j'ai 5 enfants. Mes 5 enfants sont, tous les 4 qui fréquentent, ils sont à la maison. Ils ne partent plus à l'école à cause de sa maladie. Mon petite activité que je faisais, pour le moment, je n'arrive plus à travailler. Et dans la nuit, je ne parviens pas à dormir. Toujours à Qu'est-ce cause qu'on de vous a dit à cette l'hôpital? maladie. Qu'elle souffre de quoi? On nous a dit à l'hôpital qu'elle souffre d'une tumeur. Une tumeur, que c'est une tumeur.
Alors, quelle est son attitude à la maison? Elle pleure? Ça lui fait mal Elle ou pleure simplement... beaucoup même. Surtout dans la nuit, je ne parviens pas à dormir. Quand elle commence, je l'attache au dos, je fais les tours au salon. Quand ça va un peu, je la laisse au lit, je porte les jumelles. Je les donne les seins. Au moment où elle prend un peu, quelques minutes de sommeil, elle se réveille encore. Comme ça jusqu'au matin. Très bien, vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Il y a également Tchamfak Dauphine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes également la maman du petit Gabriel Temgoa, qui est âgé de 2 ans aujourd'hui. Oui, monsieur. Oui. Vous dites qu'il est malade. Il souffre de quoi? Sa maladie a commencé dès l'âge de 6 mois. Un matin, quand je faisais son bain, ma main allait au niveau de ses testicules. J'ai senti que le testicule droit n'y était pas. Je me suis exclamée en disant, ça c'est quoi? C'est encore quel genre de maladie ça? Je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai fait ce constat, le lendemain, je suis allée à l'hôpital de Lobaba. J'ai expliqué le problème à au docteur. Elle m'a dit, il y a des garçons qui naissent avec un testicule. Je dis non, mon enfant est né avec ses testicules. C'est juste fui ce matin. Elle dit, ok, retourne à la maison. Si ça continue, tu reviens me voir. Après 9 mois, je faisais toujours ce constat. Je sentais que le testicule droit est remonté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je retourne donc voir le docteur de l'hôpital de Lobaba. Elle me dit, il faut aller à Bonamou Sadi, faire l'échographie. Là, je ne sais plus quoi te dire. N'ayant même pas de moyens, j'ai encore attendu 1 mois. C'est là donc je me suis rendue au génie militaire de Niala. Le médecin m'a demandé de faire l'échographie. En 1 an, tous les 2 testicules sont remontés. Elle me demande donc de faire l'échographie. Donc les 2 sont invisibles là maintenant? Ils sont invisibles, totalement invisibles. Elle me demande donc de faire l'échographie. Elle m'envoie à la cité de Palmiers, Carrefour Express. C'est là-bas que je suis allée faire l'échographie. J'étais surprise d'entendre dire que l'échographie coûtait 20 000. Les filles qui étaient à la caisse ont dit, Mademoiselle, comptes-tu venir finir le reste de ton argent quand pour récupérer l'échographie de ton enfant? J'étais d'abord abattue. Ayant vu la souffrance que j'ai même pu faire pour avoir les 10 000 que j'avais, je leur ai dit, je ne sais pas. Peut-être c'est dans 2 mois. Je vais juste les arracher. Je suis donc allée. C'est comme ça que je me baladais au quartier. Gabriel, tu vas te calmer. Maman raconte une histoire. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? C'est cet enfant qui me fait pleurer. Je voudrais le voir maintenant. Je n'arrive plus à joindre les 2 bouts. C'est très difficile pour moi, encore plus difficile. Tenez ceci. Essuyez les larmes. Alors, vous voyez bien que Dauphine a également un problème, comme vous aussi. Votre fillette de 4 ans, elle souffre également d'une tumeur, telle que vous l'avez annoncé. Ce que les médecins ont dit lorsque vous êtes parti à l'hôpital. Oui, monsieur. Mais depuis que la maladie a été détectée, jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Pas de solution. Pourquoi? Moi-même, je ne connais pas de monsieur Dogo. Partout où on passait, on disait qu'on va opérer la main de l'enfant.
On programme l'opération. Quelques secondes après, le docteur dit que non, madame, vous allez vous débrouiller ailleurs. Nous, on ne peut pas. Je lui ai demandé que, mais docteur, vous ne pouvez pas comment? Donc l'enfant va rester avec un bras malade comme ainsi. Le docteur me dit, madame, allez seulement vous débrouiller ailleurs. Nous, on ne peut pas. J'ai demandé au docteur que, mais docteur, rien que... J'ai demandé à l'autre de faire quelque chose à ma fille. Il m'a envoyé comme ça que je pars où? Avec cet état. Docteur, je ne dois pas dormir. Fais quelque chose à ma fille. Alors, les médecins ont dit qu'ils ne peuvent pas opérer le bras de l'enfant. Ils ne peuvent pas opérer le bras de l'enfant. Ils vous ont donné la raison? Non, monsieur. Elle va à l'école? Elle ne part pas à l'école. À cause de sa maladie, elle ne part pas à l'école. Aujourd'hui, même ses soeurs sont à la maison. Petite activité que je faisais, même moi, je n'arrive même plus à travailler. Parce que quand je regarde son état, c'est que là où je suis en train d'aller travailler, comment elle se sent à la maison. Je n'ai plus le courage de sortir. Et quand ça commence à leur faire mal, je me demande, hey, Seigneur, si cet enfant veut guérir jusqu'à jouer comme tous ses amis, je le vois ici dehors. Qu'est-ce que les membres de la famille disent? Vous n'avez pas de votre famille? Aujourd'hui, mon père ne vit plus. Ma maman qui marchait avec l'enfant, elle est aussi hospitalisée à l'hôpital des Sœurs à Tchang. C'est la tension. Et mes soeurs, mes frères sont déjà battus jusqu'à eux-mêmes. Là où je suis, n'importe quel coup de pied te frappe. Moi, on dit que ça ne va pas. Alors, Dauphine, vous dites que vous n'avez pas de moyens pour... ça vous fait mal de voir votre enfant sans ses testicules? Très mal. Très mal. Mais vous êtes allé chez les marabouts aussi? Non. Vous m'avez dit. Je suis juste allée chez 3 mamans. Elles font dans la médecine traditionnelle. Elles m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas. Il y a une qui m'a dit que ça, c'est sa spécialité. Je lui ai donné une somme de 4 000. J'ai fait boire le remède à l'enfant. Ça n'a même pas agi. J'ai abandonné le côté là. Je suis allée même demander le travail, recherche d'une ménagère. Après 2 jours, je suis allée avec l'enfant. 2 jours après, quand l'enfant a commencé à pleurer, la femme m'a renvoyé de chez elle en disant « Comment sais-tu que ton enfant est malade? Tu l'amènes au travail. Après, on dira que c'est ici que j'ai vendu ton enfant, patati patata. » C'est ce que la patronne a dit. Vous avez travaillé un jour juste? 2 jours. 2 jours. C'est le 3e jour. Juste pour que demain, je sois fière, que je retrouve le vrai sourire. Depuis qu'il a commencé cette maladie, je ris aussi pas que faire. Et comment vous faites pour vivre avec lui? Il pleure, ça lui fait mal? Oui, il y a des jours où il pleure. Il pleure vraiment en journée, toujours dans la journée. Mais j'étais étonnée que cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Parce que son mal, c'est dans la journée qu'il ressent des douleurs. Au même moment, au nombril et là, sur son sexe. Mais la nuit d'hier, il a tellement pleuré que j'étais obligée de m'asseoir au salon avec lui. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je demande à tous ceux qui me voient
qui voit cet enfant, de m'aider, de faire quelque chose pour moi. Avec la main de l'enfant. Qu'ils aient pitié de moi. Quand l'enfant souffre, la maman en souffre plus que l'enfant. Ce qu'une mère peut souhaiter, c'est de voir son enfant grandir. Parce que c'est cet enfant qui serait son bâton de vieillesse. C'est votre seul enfant? Vous avez un autre? Oui. Celui-là a 4 ans. Est-ce que son grand frère a la même maladie? Non, il n'a pas la même maladie. D'accord. Alors, Sylviane, Oui, monsieur. maintenant que le bras de l'enfant ne change pas, il n'y a pas de solution Ça ne change pas. jusqu'ici pour son problème? Ça ne fait qu'évoluer de temps en temps. Au fur et à mesure que les jours passent, c'est là où ça prend encore le volume. La rentrée a commencé, vos enfants Non. ne sont pas à l'école? Ils sont pas à l'école, ils sont à la maison. Ils ne fréquentent pas. Problème des moyens. Le peu d'argent que nous on avait, c'est déjà fini sous Indira, qui souffre d'un tumeur. Travaille un peu, ça part que sur elle. Alors, vous voulez qu'on l'aide, qu'on vous aide à trouver la solution à sa maladie? Je voulais que les âmes des bonnes volontés, que pardon, tous ceux qui me regardent, me voient sur cet état, puissent venir en aide pour ma fille Indira, qui souffre. Ok. Alors, je voudrais vous amener, chers téléspectateurs, à vivre le quotidien de ces deux familles. Nous sommes allés, l'équipe de reportage de Regard Social, est allée dans leur environnement immédiat, découvrir dans quelles circonstances ces deux familles vivent ici à Douala. Donc, c'est dans des conditions que vous aurez donc à découvrir au cours de ce reportage. Cette enquête qui a été réalisée avec la caméra de Danny Warren. Et juste après, nous allons accueillir des experts. Les pluies qui sont de cuisine, la petite Belvia, Indira, 4 ans, assise au milieu de ses géniteurs. Cette fillette qui a perdu le sourire est très malade. Son bras gauche est entaché d'une grosse boule qui ne cesse de prendre du volume. Toute chose qui ne laisse pas indifférent ses frères et sœurs. Je pleure parce que ma petite, c'est depuis que la maladie a commencé. Depuis, elle n'a pas encore trouvé la guérison. Je prie que le Seigneur nous aide. Que les gens de bonne volonté nous aident. Je pleure beaucoup ma petite. Je pleure beaucoup ma petite. Elle souffre depuis que sa maladie a commencé. Depuis, elle n'a pas trouvé la guérison. Que pendant que les gens de volonté que nous aident. Et ses amis sont à dehors pour jouer. Nous, on nous voit assis comme ça là. Même quand ils se cherchent à aller voir pour jouer ensemble, on dit que non, Indira rentre. Les gens là vont étouffer ta main. Ta main va finir, tu vas jouer avec eux. Quand nous on voit comme ça là, ça nous fait mal. Ça nous fait mal, papa. C'est donc pratiquement le deuil dans cette famille, chaque fois que la petite Indira se tord de douleur. Ndokmo Sylviane, sa mère, est désemparée. Elle est désemparée depuis que sa fille est malade. C'est pour ça que je suis venue vers vous, si vous pouvez m'aider. Pour les cas que je vois souvent à Equinox. À cause de la maladie.
de À cause de la maladie d'Indira. Elle est à l'hôpital des Sœurs à Tchad. Nous disons merci à Dani Ouarenzede, qui est le réalisateur de ce programme et qui a filmé tout cela au cours de l'enquête qui a été menée sur le terrain. Et donc, sur ce plateau des experts, Dr Tayo Rachel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez un mot à dire par rapport à ces enfants, en tant que mère? Oui, la première chose qui me vient à l'esprit est que je ressens la souffrance de ces mamans par rapport à leurs enfants qui sont malades. Et je sais que c'est une situation extrêmement difficile. D'abord, quand vous portez un enfant pendant 9 mois, vous voulez que cet enfant soit le plus parfait du monde. Mais quand il sort avec, et puis après vous vous rendez compte qu'il est malade, vraiment, à un niveau, vous êtes plus touché même que l'enfant qui est malade. À toutes ces mamans, je dis beaucoup de courage parce qu'il y a des possibilités de soins pour vos enfants. Vous êtes oncologue médical en service à l'hôpital général de Yaoundé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et je vous remercie de me donner cette opportunité de m'exprimer. Docteur Kamgeb Théophile, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien, pédiatre, ouais. Et patron d'une structure sanitaire également. J'allais dire vous êtes à la tête d'une structure sanitaire. Et, vous avez regardé ces deux enfants en tant que parent. Ça vous dérange aussi? Je pense qu'on ne peut être que gêné. Parce que je ne vais pas répéter ce que ma jeune consoeur a dit. Mais avoir les larmes de celle qui pleurait parce que son enfant n'avait pas un testicule, elle évoquait l'avenir de l'enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on met au monde un enfant, on s'attend à ce qu'il perpétue, à ce qu'il continue la famille. Et là, on a le sentiment que ça va s'arrêter sur cet enfant. Donc, c'est vraiment gênant. Mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et au cours de l'émission, c'est sûr, nous aurons beaucoup de choses à dire par rapport à ces deux cas. Merci d'être avec nous également ce soir. Vous êtes un habitué de ce plateau. Docteur Yemi Racine, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes bénédictin. Vous êtes chef de l'hôpital de Sébec, on va le dire, c'est ici à Douala. Oui. Oui. Vous avez aussi un mot à dire par rapport à ces enfants. Naturellement, Flavien, avant d'être médecin, nous sommes des parents. Et le plus souvent, ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire les patients ou alors les parents, pensent que nous ne sommes pas touchés. Mais je tiens à leur dire que nous sommes souvent plus touchés qu'eux-mêmes. Nous sommes très sensibles face à leurs problèmes. Et on se dit, quand ils viennent vers nous, c'est qu'ils viennent chercher une solution. Et parfois, quand on n'est pas propice à leur donner une issue, on est 10 000 fois plus gêné qu'eux-mêmes. Alors quand je vois ces deux enfants, je vois ces mamans, celui qui a une masse, parce que là, je ne peux pas encore dire est-ce une tumeur ou pas, je vois une masse, il faut faire des examens pour savoir ce que c'est. Je vois cette maman qui est durement éprouvée. Un enfant qui n'arrive pas à aller à l'école, qui n'arrive pas à jouir de toutes ses capacités comme tous les autres enfants. Je vois l'Océgon qui, nous sommes des Bantous, la maman voit une famille qui ne peut pas comment je vais dire ça, qui ne peut pas se développer. Elle se dit, j'ai pas d'enfant, c'est un garçon, mais en fait qui n'est pas un garçon parce que quand on n'a pas de testicules, on ne peut pas avoir des spermatozoïdes, on ne peut pas procréer. Donc voilà une famille qui s'arrête. Alors nous sommes des Bantous. Vous devez comprendre la douleur de la maman. Je pense que ce sont des problèmes assez écœurants. Mais la science a quand même des solutions et je pense qu'on peut trouver, n'est-ce pas, ces solutions face à ces différents problèmes. Merci d'avoir accepté également notre invitation ce soir. Docteur Rioum Christian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre. Oui. Vous travaillez à l'hôpital La Kinsini de Douala. Effectivement. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci également. à vous. Vous avez une idée, un mot pour ces enfants également?
De présenter les encouragements du médecin que je suis et du parent aussi que je suis, d'insister sur le fait que la souffrance, le docteur Yemi l'a dit, nous sommes tous sensibles à la souffrance et qu'il est important qu'il garde foi parce qu'il y a ici des spécialistes qui vont peut-être nous proposer des solutions tout à l'heure. Je pense que le long de l'émission, nous reviendrons là-dessus. Mais j'ai surtout remarqué la souffrance, je reviens là-dessus, la souffrance qui va au-delà de la question de la maladie. Et j'ai vu aussi combien on peut, parce qu'on a certaines façons de penser autour de la causalité, de ce qui peut avoir causé la maladie, donc les signifiants, qu'est-ce que ça signifie d'avoir une masse comme celle-là, combien l'itinéraire thérapeutique peut être long et combien on peut dépenser sur le chemin avant d'arriver chez le spécialiste, ce qu'on aura eu comme économie, au gré des gens qu'on rencontre, entre ceux qui ne peuvent pas faire mais qui font semblant de pouvoir faire et ceux qui vendent l'illusion et tout. Et à la fin, on arrive chez le spécialiste démuni et en difficulté. On voit bien combien la maman qui parle de son itinéraire entre ici et là, combien à la fin, elle arrive à dire « aidez-moi parce que je n'ai plus rien, parce que je suis en souffrance ». Alors, merci également d'avoir accepté notre invitation. Docteur Yemi, vous avez compris, enfin, vous avez écouté les deux témoignages. Ce sont des mamans, des parents qui ont prioritairement choisi la voie de la médecine traditionnelle, en tout cas chez des personnes qui n'ont pas pu trouver la solution au problème de leur progéniture. Dès que le problème surgit, il faut aller chez la maman d'à côté si elle peut trouver la solution. C'est déjà une culture, ça veut dire qu'on n'a pas toujours la culture d'aller à l'hôpital lorsqu'on a un souci. La question est un peu pertinente, Flavien, parce que, pour être franc, avant que la science n'arrive, il y avait des praticiens qui ont fait leurs preuves avant la médecine moderne. Mais alors, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore trouver des vrais praticiens? Ou alors, s'il faut utiliser le terme, il y a des apprentis sorciers. C'est là la question. Mais en tant que comment je vais dire ça, adepte de la médecine moderne, et au vu des différents problèmes que nous voyons tous les jours, je pense qu'il est de bon ton de se rendre chez le médecin. Parce qu'au finish, ces dames, elles viennent où? Elle se dirige vers qui? Vers nous, les scientifiques. Je n'ai rien contre la médecine traditionnelle qui a à faire ses preuves, quoi. Mais avec tout ce qu'on a dehors comme charlatan, je pense qu'il est mieux d'aller vers les médecins modernes. Très bien. C'est une question de culture. Docteur Taïou Rachel, vous êtes oncologue médical. Cet enfant, la fillette par exemple, Indira, qui a cette boule au niveau de son bras gauche, ça peut être quoi, selon vous? Ce que ça peut être une tumeur, comme il a dit, mais dans le thème tumeur, on a deux entités. Les tumeurs sont soit bénignes, c'est-à-dire ce n'est pas un cancer, soit malignes, c'est-à-dire c'est un cancer. Donc, le seul moyen de savoir de quel type de tumeur il s'agit, c'est de faire un prélèvement de la tumeur. C'est-à-dire avoir un échantillon de cette tumeur-là. Et on peut avoir cet échantillon soit par une opération d'emblée, donc enlever toute la masse, soit par une cytoponction, c'est-à-dire qu'on pique la tumeur avec une aiguille et on examine au laboratoire. Le médecin qui se charge de cet examen au laboratoire, c'est l'anatomopathologiste. Et nous avons des anatomopathologistes ici à Douala, même jusqu'à Garoua, on a les anatomopathologistes dans ce pays. Donc, il serait bien qu'on fasse au moins cette première étape de trouver de quel type de maladie d'affection il s'agit avant de commencer le traitement. S'il s'agit d'une tumeur cancéreuse, le traitement est différent. Donc, il faudra faire ce qu'on appelle un bilan d'extension pour savoir si la maladie se localise simplement au visuel, à ce qu'on voit au niveau de son bras, ou bien si la maladie parce que le cancer a pour but souvent d'envahir le reste de l'organisme. Donc, pour savoir si la maladie a aussi envahi le reste de son organisme, donc il faudra faire d'autres examens complémentaires avant de choisir quel est le traitement le plus adapté. Oui, je m'appuie, je me réfère à son récit. Il dit que les médecins ont presque refusé d'opérer son enfant.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de compliqué? Ou alors... Non, ce n'est pas parce qu'ils ont vu quelque chose de compliqué. Dans la médecine, il y a, je ne vais pas dire qu'il y a des limites. Chacun a son domaine d'application dans la médecine. Donc, si elle a rencontré un médecin qui est gynécologue ou bien qui est généraliste, parce que même chez les généralistes, il y a ceux qui sont plus orientés vers les maladies infectieuses, il y a ceux qui sont plus orientés vers la chirurgie. Donc, si elle a rencontré un généraliste qui est orienté peut-être vers les maladies infectieuses, c'est normal qu'il ne veuille pas aller faire une cytoponction parce que ce n'est pas ce qu'il a appris. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis sûre que ce spécialiste qu'elle a rencontré comme médecin en premier l'a orienté vers un médecin qui était à même de l'aider. Donc, le problème maintenant, je crois qu'après tout son itinéraire thérapeutique, c'est les finances. Je crois que c'est ça qui est le grand problème actuellement. Mais on lui a dit qu'il fallait faire quelque chose pour cette pathologie. Je crois qu'elle doit avoir, on doit lui avoir parlé d'un scanner, on doit lui avoir parlé d'une cytoponction. Donc, le problème, c'est que ça coûte, ça a un coût. Alors, Dr Kamgeb, il y a que ce sont quand même des maladies aussi rares chez les enfants. On ne voit pas, mais de plus en plus, on découvre les cancers, si c'en est un, chez les adolescents. Ben, disons que l'ancienne tradition disait que les cancers sont rares chez les enfants. Mais aujourd'hui, tout ça est battu en brèche. Mais l'une des réalités qu'il y a, et il faut le dire par rapport à cet enfant, au jour d'aujourd'hui, il pose un problème diagnostique. C'est-à-dire, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'il a. Ce que nous voyons, c'est qu'il a une masse, il a un bras qui a augmenté de volume. Mais maintenant, la réalité de ce bras qui a augmenté de volume, c'est quoi? Donc, ça demande tout un processus pour arriver au diagnostic qui peut permettre au chirurgien d'aller de façon aisée, ou bien à l'oncologue d'aller avant que le chirurgien maintenant vienne enlever cette masse. C'est pour ça qu'elle a parlé tout à l'heure avec beaucoup de finesse. Il faut faire des bilans précis chez cet enfant. Il faut faire une cytoponction. Il faut d'abord bien l'examiner. Il y a les échographies. Mais la cytoponction qui est simple et qui n'est pas du tout coûteux par rapport aux autres examens, c'est avec une aiguille, on va à l'intérieur et puis clac, ça ramène une petite lamelle. Ce n'est pas invasif et cette lamelle est étudiée par des médecins, entomopatologistes et qui nous diront c'est ça, c'est pas ça. Au début, quand on voit la main, on se dit ça peut être, on a vu la radio tout à l'heure, l'os n'est pas atteint, donc c'est musculaire. Est-ce que c'est un rhabdomyosarcome? Non, nous ne voyons pas de classification, ça est dû depuis plus d'1 an, un rhabdomyosarcome est très violent, donc l'enfant n'allait même pas vivre après 1 an, avec l'expérience de chirurgien pédiatre que nous avons par rapport à ces pathologies. Alors vous comprenez bien que nous nous orientons vers quelque chose qui est gérable. Maintenant, c'est quoi ce quelque chose qui est gérable? Nous devons donc aller vers ces examens. C'est pour ça que mon message, vraiment, ne pleurez pas. Et je vais tirer un peu sur les télévisions aujourd'hui. On passe le temps à nous faire des publicités, des charlatans. Et là, les mamans elles vont vers ces charlatans. Ah non, arrêtons un peu, c'est là. Soyons aussi un peu sérieux. L'époque de ces charlatans, de ces tradipraticiens est passée. Le psychiatre tout à l'heure va intervenir parce que je crois qu'il a affaire à ça tous les jours. Tous les jours, c'est cela. Donc, allons vers la médecine moderne. Ayez ces réflexes. Parce que le Cameroun a évolué. Il y a beaucoup de spécialistes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux entre les médecins. Quand un médecin a un cas, il passe dans le réseau social et ses collègues l'aident à trouver les solutions. Donc, je peux dire aux malades aujourd'hui, notre présence dans cette émission n'est pas que discuter, mais c'est aussi éduquer cette population qui est restée à la maison et leur dire vraiment, allez vers les hôpitaux, allez vers les médecins. Très bien, c'est pour ça que vous êtes invité. En tout cas, question d'édifier, informer, éduquer même ces populations à partir notamment des différents cas qui sont évoqués. Docteur Christian, la maman a posé un problème. Si elle n'est pas allée jusqu'à la découverte même de la pathologie ou de ce qui dérange l'enfant, c'est faute de moyens. Oui, c'est clair que... alors, on va peut-être revenir sur la question de la sécurité des soins chez nous en termes
d'assurance maladie et consorts. Je pense que c'est une question qui est actuellement débattue en haut lieu et qui peut-être, nous l'espérons, va rapidement trouver issue positive. Mais disons que moi, ce qui me marque, j'aimerais déjà revenir un peu sur la discussion de Dr Yemi et Dr Kamgep tout à l'heure sur la question des tradis praticiens. Il faut qu'on se dise la vérité quand même, mon confrère. Là où ils nous battent, c'est au niveau du contact avec les patients. Nous avons un petit retard quand même. Hein. La majorité des confrères ici, sur ce plateau, je les connais comme de très bons médecins. Mais il faut dire que nos systèmes ont été conçus depuis l'Occident. Le système de soins que nous appliquons dans nos pays a été conçu depuis l'Occident. Il n'a même pas prévu un endroit pour mettre le garde-malade, celui qui garde le malade. Chez nous, quand on est malade, on ne fait pas la cuisine. Quand on est malade, on ne va pas aux toilettes seul. On se fait accompagner. Nos systèmes sont prévus pour celui qui est malade. Et le garde-malade, à la limite, on le met dehors pour faire la ronde. C'est ça un peu. Alors les autres en face proposent quelque chose qui est philanthrope, humain, empathique un peu plus que nous. Et c'est comme ça qu'ils vont créer un appel d'air qui va attirer les gens. Donc il y a ça un peu. Il y a que la question des signifiants. Et vous reveniez sur la culture tout à l'heure. Donc je vais la commenter en disant que la question des signifiants, des représentations. C'est-à-dire que si je me dis que c'est l'esprit de quelqu'un qui est rentré dans tel ou tel, et si je me dis que cet esprit-là, pour l'enlever, il faut le tradipraticien ou le pasteur, c'est difficile que j'aille voir le médecin. Donc dans la tête de la majorité des gens, les pathologies qui arrivent sont essentiellement dues au jeu des esprits, du mauvais, du bon esprit, du Saint-Esprit ou pas, du fait qu'on a obéi ou pas à Dieu. Et finalement, voilà. Après, il y a la proximité des autres acteurs. Par rapport à nous autres, je suis médecin aussi et je sais que j'ai quand même du mal, moi, à me balader dans la rue en disant, voilà, il y a des médicaments qui soignent celui qui lavent les reins et qui font ci et ça. Mais les autres font ça, ils sont à proximité. Et quand ils font ça, ils sont au contact des populations et ils vont quand même... voilà. Donc, l'idée, justement, c'est de faire comme nous avons tous fait. Pour séduire ces populations. Voilà, effectivement, c'est d'être là. Alors, l'autre question, maintenant, c'est la question du fait que quand on est malade, quand on a un malade, et les Africains l'ont appris depuis, quand vous avez un enfant malade dans le village, en général, c'est une autre maman qui vient vous prendre votre enfant et qui vous accompagne avec votre enfant chez le docteur. Parce qu'on dit que quand l'enfant est malade, vous réfléchissez mal. Et bien effectivement, ça sature le champ, ça sature la mémoire de travail. Et on a du mal à vraiment implémenter toutes les solutions, tous les logiciels qui sont là à essayer de régler la situation. On a du mal à les implémenter. Donc du coup, la solution la plus opportune, la première qui s'offre, sera celle vers laquelle on va s'orienter. Et c'est ainsi qu'on va, dans son itinéraire, arriver à l'hôpital souvent. Voilà. Et même l'hôpital, la différence entre un médecin généraliste et un médecin oncologue comme Dr Tayou, pour moi, le citoyen lambda, c'est quelque chose de difficile à connaître. Donc, je me rends rapidement au centre de santé à côté, je rencontre un aide-soignant, et puis je dis, voilà, j'ai rencontré un docteur. Et du docteur au docteur, voilà, il n'y a qu'un pas. Donc ça fait que finalement, quand je reviens de là avec un résultat qui est moyen, je me dis, les docteurs même ont dit qu'ils ne savent pas ce que c'est. Surtout que le docteur va dire, je fais ce bulletin parce que je ne sais pas bien ce qu'il y a dans ce bras. C'est peut-être un abcès, c'est peut-être un rhabdomyosarcome, pour utiliser le terme du chirurgien d'en face. Et puis voilà, donc finalement, je vais remettre le bulletin, mais l'erreur parfois c'est dans le propos qu'on a mis, d'aller dire une chose qui va faire que ça va semer un petit doute. Et en sortant du bureau, on va se dire, si finalement lui, le savant, ne sait pas, qui sait? C'est celui qui voit dans les esprits, c'est celui qui voit dans l'au-delà et tout. Et voilà. Tout cela crée le doute dans la tête de la maman qui a son enfant malade et elle est obligée d'aller là où l'esprit peut la conduire. Donc, l'esprit, voilà. Donc, alors, Dr Tayou quand même, elle dit que tout est parti d'une petite boule au niveau du bras. Alors, lorsque vous recevez des cas de cancer chaque jour, pratiquement, dans votre service à Yaoundé, est-ce que les débuts des cancers ne sont pas de la sorte? Ce qui se passe en fait, c'est que le cancer met des années parfois à s'installer. D'où la nécessité de faire... 4 ans. Oui, quand on dit, je dis des années, une année déjà c'est beaucoup. Pour qu'une tumeur soit palpable, un cancer, une tumeur cancéreuse soit palpable, il faut au moins 10 exposants 9 cellules. Donc ça fait 1 milliard de cellules pour qu'on ait 1 gramme de tissu palpable, comme corps étranger, comme cancer. Donc, et on peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans avant d'avoir les manifestations physiques de la maladie. Vous voyez? Donc,
Pendant ce temps-là, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Nous, on se bat pour qu'il y ait des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation dans les villages, dans les quartiers, au sein même des familles. Parce que au stade précoce, donc au moment où c'était une petite boule, que ce soit un cancer ou un abcès, quand c'est au niveau d'une petite boule, il faut absolument déterminer de quoi il s'agit. Et il faut, si possible, la grande guérison, la grande chance de guérison, c'est l'opération, qu'on enlève cette petite boule entièrement. Quand on l'a enlevée entièrement, on analyse, on se rend compte qu'on a enlevé toute la maladie. Il y a moins de chances que ça se développe et que ça revienne chez la personne qui avait cette boule-là. Donc, je ne vais pas être dans le si elle avait su, mais je dis que pour tous ceux qui sont actuellement à la maison, qui constatent quelque chose de bizarre sur leur corps, qui commence à ses débuts, c'est mieux d'arriver à l'hôpital. C'est vrai, je vous avais dit, la formation sanitaire la plus proche, le médecin ne sait pas, mais si vous rencontrez un infirmier, ou bien, je ne vais pas tirer sur quelqu'un, mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, il ne comprend pas, même en vous disant qu'il ne comprend pas, il va vous dire, allez vers cette personne comprendra mieux que moi. Ça, c'est déjà la meilleure information qui vous est donnée. Donc, c'est même déjà le début du traitement qu'il vous a donné. Ce n'est pas que vous allez dire, comme lui ne sait pas et qu'il m'envoie chez tel, peut-être l'autre. Non, il ne faut pas sous-estimer la personne chez qui il vous a envoyé. Donc, le dépistage précoce, le début de la maladie, c'est ça qui casse le cancer. C'est ça qui guérit même le plus souvent quand il s'agit d'un cancer. Donc, maintenant, à ce stade-ci, comme nous ne savons toujours pas ça, c'est vrai qu'elle aura l'impression qu'on dit on ne sait pas, mais vrai, on ne sait pas s'il s'agit d'un cancer ou pas. Donc, il faut faire une cytoponction. Et la cytoponction, moi, je fais la cytoponction, c'est vrai. Les médecins font d'autres médecins, il y a même des médecins généralistes qui font les cytoponctions. Donc, il ne faut pas aller vers un expert en cytoponction pour cela. Et il y a les hôpitaux de district. Donc, je vais parler de l'hôpital du district de Bonassama, l'hôpital du district de Deido. Il y a des anatomopathologistes, donc des médecins spécialistes pour analyser les échantillons prélevés chez les malades. Donc, c'est plus proche de nous. Je ne pas des endroits qui sont plus proches de nous actuellement, là où nous sommes. Donc, même à Bafoussam, il y a des anatomopathologistes. Donc, on peut faire cette analyse de cette tumeur. Et au stade où la tumeur est grosse, c'est vrai par rapport à la taille et à l'âge de l'enfant. Mais il ne faut pas être impressionné par la taille de la tumeur. Avec des taches noires dessus, quand même. C'est effrayant pour la maman qui a... Oui, elle est effrayée, je la comprends, mais elle ne doit pas être effrayée par la taille de la tumeur. Parce que parfois, même la taille de la tumeur n'est pas proportionnelle à sa méchanceté. Il y a des tumeurs plus petites qui sont plus méchantes et qui détruisent la personne plus rapidement. Donc, quelle que soit la taille de la tumeur, si le traitement est disponible et qu'on vise par rapport au fait que ce soit cancéreux ou pas, si on vous dit à la fin des analyses qu'on vise la guérison, vraiment, il faut croire qu'il y a les possibilités de guérison. Très bien. Dr Yemi, vous voulez ajouter? Oui, je pense que le docteur Tayo a dit. Mais il y a aussi un pan dans notre consultation médicale. Tout à l'heure, vous avez dit, mais ça a commencé avec une petite boule. Oui, c'est vrai. Il y a ce que nous appelons en médecine l'histoire de la famille. Voyez-vous, parce que, par exemple, si on vous dit qu'un parent a été hypertendu, il y a une chance qu'un de ses enfants, alors un petit enfant, soit également hypertendu, même chose pour le diabète. Et c'est aussi la même chose pour le cancer. Parce que quand on voit une boule, moi je dis, ce médecin, ou alors ces médecins qui ont refusé d'opérer, c'est normal, ils ont raison. Ils ne peuvent pas s'aventurer sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas, connaissant les dégâts collatéraux que cela peut produire. Si on a fait les antécédents de famille, est-ce qu'un parent ou un des grands-parents ou une tante, sœur, quelqu'un rapproché, plus proche de la famille a eu le cancer, il faut se poser des questions. On ne dira pas que c'est effectivement ça, mais ça amène à se poser des questions et à y mettre un bémol. Alors, pour renchérir ou vous donner une information, nous avons interrogé en tout cas les parents d'Indira et le papa dit que sa tante
souffrait d'un cancer du sein, a souffert d'un cancer du sein. Bon, alors, c'est-à-dire qu'il y a, bon, pas qu'il y a, il pourrait avoir une prolongation de ces cellules dans l'organisme peut-être du petit enfant. Donc, comme a dit le docteur Tayou, il faut maintenant faire des examens. Parce que si, effectivement, c'est un cancer et qu'on a à ouvrir, attention, ce n'est pas la bonne méthode, quoi. Il faut d'abord se rassurer. Parce que ça peut être comme ça peut ne pas l'être. Ça peut être une masse, bénie. Hein? Alors, il faut faire soit une biopsie, soit une cytoponction pour connaître exactement la nature de la masse. Parce que là, c'est encore une masse. On ne sait pas, est-ce une masse cancéreuse, est-ce une masse non cancéreuse, personne ne sait. C'est vrai qu'on a fait une radio, mais ce n'est pas encore exact. Mais ça nous pousse encore à... Ça ne renseigne pas assez. À mieux se questionner. D'accord. Alors, docteur Kamgeb Théophile, il n'y a pas que ce cas. Nous avons 2 cas ce soir. Vous avez également vu ce garçon, cet enfant de 2 ans, Gabriel, qui n'a pas ses testicules à ce jour. Il est né avec, mais au fil du temps, ses testicules ont disparu. Ben, disons que je ne peux pas dire qu'il est né avec les testicules et qu'ils ont disparu. La mère, peut-être, je pense que je l'ai examiné. Et les testicules sont présents dans le trajet, mais ils ne sont pas en bas. Ils ne sont pas présents dans le scrotum. Puisque dans les anomalies de migration testiculaire, c'est-à-dire c'est un grand groupe de cette pathologie, nous avons 3 types. Nous avons ce qu'on appelle les testicules baladeurs, c'est-à-dire que vous pouvez voir le testicule en bas et puis il disparaît à un moment donné. Vous avez les testicules inguinaux qui sont dans le trajet, parce que dans la réalité, c'est un ligament qui est le gumaculum testis qui est placé à l'orifice externe du scrotum qui attire le testicule. Et quand il est mal placé, il l'amène donc vers ces niveaux. Et cette forme, en réalité, s'opère pour des chirurgiens qui ont beaucoup d'expérience, c'est moins compliqué. Et la 3e forme qui est la cryptorchidie, c'est le testicule caché. Et je crois que l'enfant est arrivé avec une échographie qui parlait d'un testicule caché, d'une cryptorchidie. Et je crois que c'était un seul testicule, pas 2. Mais lorsque nous l'avons examiné dans la position anatomique, nous l'avons retrouvé dans le trajet. Et nous pensons que c'est un cas qui est gérable. Et donc je vais dire à maman de ne pas trop s'inquiéter parce que c'est un cas qui est gérable et je suis sûr qu'il sera géré. Il y a des bonnes volontés qui l'ont écouté et je pense que ces bonnes volontés vont réagir. Moi, je pense personnellement que c'est un cas qui est moins compliqué que l'autre parce que dans mon échantillon chirurgical, ça fait partie d'un ensemble de pathologies les plus fréquentes et même la première thèse qui a été faite dans mon service. Et il y a plusieurs années par une Camerounaise qui est en train de finir, qui est d'ailleurs de la même promotion que Rachel, qui est en train de finir sa spécialité de chirurgie pédiatrique à Dakar. Donc c'est quelque chose de gérable. Donc, alors, mais jusqu'ici, docteur Youm, il y a que cette femme, je voudrais dire la maman de Gabriel, ne parvient pas à percevoir tout ça aussi facilement parce qu'elle se dit elle a un garçon qui demain risque de ne pas être garçon, comme qu'il dirait. Oui. Alors, j'aime toujours faire mon petit feedback. J'aimerais bien revenir sur la question de la masse et de la modification de l'image du corps. L'image du corps qui fait que nous nous ressemblons. Vous savez qu'il y a des gens racistes, vous savez qu'il y a des gens, comment dire, qui n'aiment pas les filles, qui n'aiment pas les garçons. Alors, donc, le fait que j'ai une masse qui me différencie des autres enfants fait de moi un enfant différent dans la cour de récréation. Je ne joue pas, les autres se questionnent sur pourquoi je suis comme ça. Les enfants vous demandent tout le temps pourquoi lui il est comme ça. Pourquoi lui il est comme ça? Maintenant, la masse et le poids qu'elle va représenter sur le plan psychomoteur, la psychomotricité, sur le plan de la kinésie, va dévier les mouvements de l'enfant et nécessairement la croissance sera effectivement modifiée. Après, il y a la question de la douleur. La douleur, hein. J'entends la maman dire il a mal la nuit, il passe le temps à pleurer et la phrase qui m'intéresse moi c'est je ne dors pas avec sa maladie. Vous voyez un peu, je ne dors pas avec sa maladie. Donc, il y en a une qui souffre intensément et l'autre qui a mal
la douleur et la souffrance côte à côte. Voilà. Maintenant, après, la douleur de la nuit qui empêche qu'on allaite les autres et qui empêche qu'on avance, et ainsi de suite. Mais pour revenir à la dame dont le fils a des problèmes testiculaires, c'est, comme disait Dr Yemi tout à l'heure, la question de la prolongation de la vie. Et souvent, l'enfant vient comme une vengeance face à une vie qui a été un peu, pour nous, non rationnelle, qui ne nous a pas fait de cadeau. Il vaut mieux être un cultivateur et avoir son fils qui réussit que d'être un grand homme et avoir son fils qui rate. Donc quand on a tout fait pour que son fils avance et qu'on est parti de son village, qu'on vit à la ville, qu'on ne dépense pas, qu'on ne s'amuse pas parce qu'on envoie son enfant et on rêve de le voir, on fantasme de le voir être un grand homme et nous venger dans cette vie, et que cet enfant, on commence à se demander est-ce qu'il pourra perpétuer la vie. Et d'ailleurs dans nos cultures, on meurt, mais on renaît par l'homonymie que nos enfants vont nous accorder. Ils vont donner à leurs enfants nos noms, et ça nous permet d'exister éternellement ainsi. Et du coup, on n'a pas peur de la mort. Mais là, il y a un enfant qui, à travers cette situation, peut tout à fait marquer la dernière lignée de la famille. Donc, il y a toute une peur derrière. Et il y a que ça va induire chez la maman et chez les parents globalement, l'idée qu'ils ont été un peu incompétents, de n'avoir pas donné toutes les armes à l'enfant pour réussir dans sa vie. Ça interroge les parents. Et dans les pleurs, il n'y a pas que la question de la douleur, de la souffrance et tout, mais il y a la question de l'incompétence. Donc, il y a une double peine qui va s'installer là chez les parents. Ouais. Voilà. On est financièrement réduit, on ne peut pas trouver la solution à l'enfant et ça devient tout de suite, la maman est obligée de pleurer. Obligée de pleurer, mais heureusement que c'est vrai, on a parlé de l'assurance santé universelle tout à l'heure qui est en train d'être débattue, mais heureusement aussi qu'il y a des âmes de bonne volonté. Ça, je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais quand je dis les âmes de bonne volonté, parfois, chez mes patients, je dis, vous avez les membres de famille, vous avez les amis, vous avez les voisins. Donc, il faut commencer par là, ceux qui sont proches de vous. Parce que j'ai constaté qu'il y a aussi peut-être le psychiatre va me dire pourquoi, mais il y a des gens, quand ils ont un malade dans la maison, ils cachent. Ils cachent à la famille, ils cachent à tout le monde. Donc, ils préfèrent rester là, lui, tout ça. Mais vous cachez justement à ceux qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter secours. Ce n'est pas seulement l'inconnu qui passait un jour par hasard, même celui qui est à côté de vous, qui est votre oncle, votre cousin, s'il est au courant de votre situation, à ce moment-là, il peut vous aider. Donc, qu'on commence par la famille, les voisins, comme j'ai dit, et ceux qui nous regardent à la télé aujourd'hui, qu'on essaye d'aider ces familles pour avoir la possibilité de traitement. Parce que le cancer, il y a la possibilité, je me bats toujours pour le dire, il y a la possibilité de guérison dans un cancer. Nous, c'est vrai que nous, en médecine oncologue, on parle de rémission complète, rémission partielle. Rémission, c'est notre façon de dire guérison dans notre jargon. Rémission, c'est pour dire que la maladie a disparu de façon physique. Donc, on a fait un traitement, on ne voit plus la maladie avec les radios, avec les échographies. Et lorsqu'on examine même l'endroit, l'organe atteint, on ne retrouve plus les traces de la maladie. Mais à ce moment-là, on parle de la guérison, ça existe. Oui, c'est la démarche qui fait un problème maintenant. Oui, la démarche, c'est qu'il faut arriver à l'hôpital de façon précoce, donc au début de la maladie. Même lorsqu'on arrive, ça c'est déjà la première chose. Donc, il faut se battre pour toujours arriver au début de la maladie. Si on arrive tardivement à cause de tout notre parcours difficile, il y a aussi la possibilité d'avoir ce qu'on peut appeler une stabilisation de la maladie. Donc, c'est-à-dire que la maladie cesse d'être un problème gênant la vie quotidienne. Vous voyez, donc on peut vivre avec... Parce que par exemple, pour la maman d'Indira, elle a presque tout abandonné. Non, elle ne doit pas abandonner. Elle ne doit pas abandonner. Ses enfants, et ce n'est pas le seul enfant. Elle a d'autres enfants, mais impossible pour ces familles d'envoyer les enfants à l'école. Tout à l'heure, vous avez parlé des pourcentages. Le cancer de l'enfant, c'est 1% de tous les cancers. C'est l'adulte qui a le plus de cancer. Ce ne sont pas seulement les enfants. Le cancer de l'enfant, c'est 1%. Mais dans les 1%, c'est au moins, en fonction des pays développés, on va dire, mais c'est au moins 50 à 70 à 90% de guérison chez les enfants. Donc les enfants guérissent mieux que les adultes quand il s'agit d'un cancer. Donc elle a 4 ans,
à ce moment, il y a la possibilité de faire quelque chose pour qu'elle puisse vivre sa vie normale jusqu'à atteindre l'âge adulte. Donc, il faut absolument qu'on se batte pour sauver cet enfant à ce moment-ci. Et je vais pas être mauvaise en disant, même quand il n'y a pas la possibilité de faire quelque chose, il y a ce qu'on appelle les soins palliatifs. Ça existe même chez les enfants. Quand il n'y a pas la possibilité de guérir totalement. Alors, les soins palliatifs, qui les offrent? Comment ça se passe? C'est nous, la société. Ce n'est pas seulement le service médical. Ça commence au sein de la famille. Chez cet enfant, maintenant, il y a les soins palliatifs qu'on doit débuter chez elle. Donc, elle est petite, elle a 4 ans, mais maman, il ne faut pas vous inquiéter. Vous parlez à votre enfant, elle comprend déjà beaucoup de choses. Elle sait qu'elle souffre, elle a vu qu'elle a une masse et que les autres n'ont pas. Donc, il faut déjà lui expliquer qu'elle a une maladie. Et ça, lui expliquer qu'elle a quelque chose qui la gêne, que les autres n'ont pas, et qu'il faudrait qu'elle essaye de comprendre que la douleur qu'elle ressent, elle doit vous dire si ça fait mal. Si ça fait mal, vous devez dire au médecin que ça fait mal pour qu'on lui donne déjà un antalgique, donc les traitements contre la douleur. C'est déjà le premier palliatif qu'on commence à ce stade de sa maladie. Et il faut qu'elle mange. Il faut déjà trouver un médecin qui vous indique tout ça. Non, là maintenant, la douleur, au moins, vous savez, ici au Cameroun, on sait, beaucoup de gens traitent la douleur. Le paracétamol se vend comme le petit pain. Donc, il faut déjà qu'on commence à lui donner le simple paracétamol pour calmer sa douleur. Les enfants prennent le paracétamol, ça essaie de calmer sa douleur. Les anti-inflammatoires, les ibuprofènes. Si on l'interroge, je suis sûre qu'elle a déjà eu à apprendre de donner les anti-inflammatoires à son enfant. Elle-même, aller chez le vendeur du coin, demander que ça fait mal, on lui donne les anti-inflammatoires. Ça, c'est déjà un bon traitement, c'est le palliatif déjà. Donc, tout ce qui ne vise pas à guérir, faire disparaître la maladie, c'est ça qu'on appelle le palliatif. Et maintenant, causer avec, ne pas isoler l'enfant dans la chambre, cacher l'enfant. Parce que quand vous isolez, quand vous-même, maman, vous isolez votre enfant, vous ne voulez pas que l'enfant reste à côté de vous. L'enfant a mal parce qu'elle sait qu'elle est différente à ce moment-là. Le palliatif, c'est que vous devez intégrer l'enfant même dans le cercle familial. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a les interdits. On va dire à l'enfant, ne mange pas les œufs parce que c'est ça qui va te donner, qui va faire ton cancer, va trop pousser. Ne bois pas le lait parce qu'on va faire que... Non, l'enfant ne doit avoir aucun interdit. Elle est en pleine croissance, donc elle doit manger tout ce qui est possible qu'elle mange dans la maison. Oui, il y a quand même la méconnaissance qui joue, qui est un problème, un véritable frein en tout cas. Donc la prise en charge, ce n'est pas seulement les médicaments, c'est l'ensemble dans la famille, les soins de la société palliative. Elle ne va pas à l'école parce qu'elle a mal. Vraiment, si elle n'avait pas mal, elle serait allée à l'école. D'accord. Oui, là je peux compléter en disant... En principe, ça c'est chez l'adulte. Moi, on m'a appris cela à l'école. C'est que toute tumeur cancéreuse, c'est-à-dire quand c'est un cancer qui parle déjà, est compliqué. Ça veut dire que si vous voyez une grosse masse et que c'est un cancer, c'est déjà compliqué. Ça, on me l'a appris à l'école. Quand j'étais peut-être encore jaillisse, elle spécialiste a peut-être d'autres idées. Toute tumeur, que ce soit cancer ou bien bénigne, qui n'est pas un cancer, commence toujours par une petite masse. Et selon la façon que nous réagissons, ça grandit aussi. Mais lorsque quelque chose est déjà suffisamment grand et n'a pas encore des complications du genre métastase, ça veut dire qu'on a encore la chance d'être sur quelque chose que nous pouvons soigner, que nous pouvons récupérer. Et c'est en cela que je peux dire à la maman, nous sommes encore optimistes comme médecins par rapport à son enfant. Il faut beaucoup de courage. Maintenant, revenant sur les soins palliatifs. Parfois, ce n'est pas toutes les maladies qui trouvent une guérison vraie. Mais nous avons en termes banals ce qu'on appelle la qualité de vie. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est un terme banal. Peut-être en termes médicaux, on va dire soins palliatifs. Mais c'est quand même qu'il faut améliorer la qualité de vie de celui qui est malade. Il ne faut pas qu'il ait beaucoup mal, donc il faut atténuer. Il faut qu'il mène une vie qui soit proche de quelqu'un de normal. Vous avez regardé le reportage, l'environnement immédiat de la famille en question. Vous comprenez bien que toutes les conditions ne sont pas réunies pour aider cet enfant tel que vous l'évoquez. Ce n'est pas toujours financier. La qualité de vie peut même, l'environnement peut même aider à améliorer cette qualité de vie. C'est pour ça qu'il
ce n'est pas toujours intéressant de cacher l'enfant. Ça, vous comprenez un peu. Elle a parlé des soins palliatifs qui commencent à la maison. Ce n'est pas en cachant. Donc, là, il faut améliorer vraiment la qualité de vie de l'enfant. Dans plusieurs émissions que vous avez montrées ici, là, certaines finissaient par la réalité, c'est qu'il faut jouer, il faut aller vers quelqu'un qui a une vie agréable malgré sa maladie. Et je crois que c'est là l'un des grands rôles des psychiatres et des psychologues dans la société et que nous perdons de vue en Afrique. En Europe, il y a partout, il y a des psychiatres, il y a des psychologues à côté. Mais ici en Afrique, nous, la famille, il doit jouer ce rôle. L'environnement doit jouer ce rôle. Très bien. Voilà de façon un peu une petite contribution. Alors, Dr Yemi, on a appris et on apprend d'ailleurs de la bouche de Dr Tayo que le cancer chez les enfants, c'est 1%. Il y a aussi un autre cas, le cas de Gabriel. On observe de plus en plus des enfants qui ont des problèmes de testicules à un certain âge, avant un certain âge de la vie. Oui. Bon, là-bas, on ne peut pas facilement, sauf si docteur Kamgep va nous donner le pourcentage ici. Oui, juste une seconde avant de chuter sur le problème testiculaire, quoi. Je voudrais une fois de plus compléter les propos du docteur Kamgep. Qu'est-ce qu'on entend par ces devis? Les gens pensent que c'est manger du caviar et puis boire, c'est ça la bonne vie? Non, je suis désolé. Quand je mange, il y a un artiste musicien qui a dit quand il mange son bongo chobi avec mais il est bien. C'est question de dormir sans que quelqu'un vienne toquer le matin à votre porte pour vous demander de payer le loyer ou bien vous donner. Non, c'est d'être bien dans sa tête. Quand je me lève le matin après avoir prié mon Dieu, je vais à mon boulot sans déranger X, Y, Z. Je suis à l'aise. C'est pas si je me fais comprendre quoi. Je prends mon taxi sans gêner X, Y, Z. Je suis à l'aise. Je suis pas obligé de rouler dans une Rolls Royce. Non, c'est pas ça. Et toi, quand on l'a bien expliqué, donc vivre bien décemment, c'est être à l'aise, être bien dans sa tête. Et ça, il y a des accompagnateurs psychosociaux qui sont là pour ça. Et la société africaine est encore là pour ça. Il ne faut pas attendre que cet enfant décède pour qu'on vienne commencer par organiser des grandes et autres. Non, pas le moment. Comme a dit quelqu'un, aidez-moi pendant que je suis encore en vie. Maintenant, concernant l'enfant qui... Gabriel, on dit qu'il n'a pas de testicules. Au début de vos propos, vous avez dit il est né avec les testicules et après ça a disparu. Ce sont les dires de ça. Ce sont les dires, mais le docteur Kamgep l'a bien expliqué. Il y a des examens à faire. Hein. Il y a l'enfant né avec ses testicules, il peut avoir des problèmes. Hein. Ces testicules soient un mois. Et vous dites même qu'il a un. Il doit avoir un testicule, c'est bien suivi, il a un testicule qui est en place, quoi. D'autres a dit que la vie n'est pas coupée, n'est pas arrêtée, mais avec un testicule, on peut faire des enfants. Hein, je parle sous le contrôle de mes trois confrères. Avec un testicule, on fait des enfants, sans problème. Le tout n'est pas d'avoir ces deux testicules. Anyway, cet enfant est né avec ses deux testicules. Et surtout, ils ont disparu. Ils n'ont pas disparu, ils sont là. Ils sont cachés donc. Ils sont cachés quelque part, donc il faut faire des examens. Mais qu'est-ce qui fait un problème? Pourquoi ils se cachent? Ben, disons que... Là, je vais répondre facilement. Tout part de la grossesse. Donc, à partir de la 12e semaine de la grossesse, intra-utérine, le testicule est intra-abdominal. Donc, il descend vers le scrotum. Et ceci, il est attiré par un ligament qui est le gubernaculum testis. Ce ligament doit être inséré au fond du scrotum pour lui permettre de descendre parce qu'il passe par un canal qu'on appelle le canal péritoneo-vaginal, en termes un peu banals. Malheureusement, chez certains enfants, ce ligament est placé à l'orifice externe du scrotum. Donc, il attire le testicule en bas, mais pas totalement dans le scrotum. Mais encore, de façon encore un peu bizarre, le canal péritoneo-vaginal, c'est-à-dire qui relie l'abdomen et ce scrotum-là, n'est pas fermé. Presque tous ceux qui opèrent les ectopies testiculaires, s'ils ne ferment pas le canal, le testicule, il va remonter. Donc il faut aller fermer, fermer ce canal. Tant qu'il est ouvert, le testicule peut monter. Alors, et c'est à ce niveau que se trouve le problème. Il peut monter, descendre, monter, descendre. C'est un peu cela. Donc c'est pour cette raison que
le testicule peut avoir été là à un moment donné. Et puis après, il repart, le canal il est ouvert. Et puis il reste bloqué, il reste bloqué en haut. Voilà, il reste bloqué en haut. Ouais. Le jour où l'échographe vient faire, il trouve qu'il est pratiquement dans l'abdomen. Le lendemain, on le retrouve dans le canal. Le canal, il est ouvert. Voilà un peu. Théophile, tu permets quoi? Je peux également dire qu'il y a ce qu'on appelle des déformations congénitales. Vous naissez comme ça. Hein? Et comment on peut traiter? Il faut faire une opération chirurgicale. Pour y revenir, on va faire une échographie pelvienne. On va voir si c'est un testicule qui est oscillant, qui monte, qui descend. Allez voir Théophile, il va opérer, il va fermer, il va bloquer le testicule afin qu'il ne puisse plus monter et descendre. Si c'est caché quelque part dans un canal, on va également opérer, le tirer, le ramener vers le bas, faire une suture et voilà que le testicule sera remis en place. Mais déjà, qu'on a dit au début des propos que cet enfant est né avec ces deux testicules. Donc, sauf par, on a déjà tout vu dans ce monde, je m'abstiens de dire des choses parce que tout est possible dans le monde des vivants. Je pense qu'avec mes deux yeux, que ces testicules sont là. Peut-être qu'il est oscillant, hein? Donc il est monté quelque part. On opère, on va voir un chirurgien pédiatre. Le fil est là, il opère, il ramène le testicule et puis l'enfant retrouve entre guillemets sa santé. Pour moi, je ne peux pas dire qu'il soit malade, quoi, mais il a une déformation congénitale qui est gérable. D'accord. Alors, Dr Kamgeb, je reste avec vous pour demander si, est-ce que c'est pas un problème, ça commence pas par les visites prénatales. Une femme qui est enceinte, à partir de là, on peut déjà savoir si un enfant peut naître avec une déformation congénitale ou pas. Malheureusement, les anomalies de migration testiculaire ne font pas partie des pathologies à diagnostic anténatal. Les diagnostics anténataux, non. Je crois que lorsqu'on fait une échographie anténatale, lorsqu'on essaye d'étudier le fœtus, il y a beaucoup de choses plus graves qu'on recherche. Est-ce qu'il a une anomalie au niveau du rein? Est-ce qu'il a le rachis, etc. Est-ce qu'au niveau de l'œsophage, est-ce que l'estomac est grand pour qu'on sache s'il y a une anomalie digestive, s'il y a une atrésie, et autre chose. Mais le testicule, non. Parce que, comme on l'a dit, ça fait partie des pathologies qui sont gérables très souvent. Et je suis convaincu que notre petit, il sera géré. Très bien. Dr Ayoum, il y a des belles paroles, il y a des paroles qui réconfortent un peu ses parents. Mais jusque-là, avant ces paroles, on comprend qu'il y a un problème psychologique déjà pour ces parents-là. Oui, alors, permettez ma marche arrière habituelle. Je reviendrai sur la question de la disparition. Moi, j'ai bien aimé le mot « ils étaient là, ils ont disparu ». Vous voyez ça, cette expression montre bien... alors, après, écoutez comment ça sonne dans nos propres têtes. Ils étaient là, ils ont disparu. Et vous renvoyez la question, mais comment ils peuvent disparaître des testicules? Comment ils peuvent disparaître? Alors, vous voyez, donc on rentre dans une explication qui peut tout à fait être d'un certain ésotérisme culturel traditionnel, là, où tout le monde a bien compris qu'un esprit est peut-être venu prendre, et puis voilà. Donc après, il faut voir que c'est avec ça qu'on se reproduit, et on peut rentrer dans plein de choses là-dedans. Et justement, c'est parce que pour aider les gens, pour leur faire de la guidance thérapeutique, c'est-à-dire que pour les aider à choisir, vous savez, quand il y a une maladie, il y a à peu près 3 stades. Il y a le moment où on se questionne et on doit prendre une décision. C'est la délibération. On délibère. Est-ce que je me fais opérer ou pas? Est-ce que j'accepte l'opération ou pas? C'est la délibération. Ça se fait souvent avec le technicien, le soignant, le médecin, le tradipraticien ou quelqu'un d'autre. Et puis après, il y a une décision à prendre. Il y a une décision, quelqu'un qui décide et qui dit effectivement, voilà. Il peut être aux États-Unis, il envoie l'argent pour ça. Il peut être là devant vous ou pas. Voilà. Mais ensuite, maintenant, après la décision, il faut qu'on adhère aux soins. Alors, pour pousser les gens jusqu'à l'adhésion et à la bonne observance thérapeutique, il faut comprendre leur modèle de pensée, les algorithmes qu'ils vont déployer pour pouvoir décider. Alors, quand on va là-dedans, des questions comme celle-là de la disparition, quand on dit « il n'a jamais eu de testicules », c'est une chose. Mais quand on dit « ils ont disparu », dans la consonance là-dedans, comment ça vibre là-dedans, ça renvoie à quelque chose intervenu et il y a peut-être le malin là qui vise à les enlever.
Donc, il ne faut pas oublier ça quand on va proposer le soin. Il faut dire ce n'est pas ça. Parce que tant qu'on ne le dit pas, ils ont l'impression que même l'opération sera un soin palliatif, vous parlez comme ça, et l'adhésion peut avoir des difficultés à s'installer. Voilà, ça, je tenais à le dire. La deuxième chose, c'est cette question de la honte. Alors, la question de la honte, et j'ai bien aimé Dr Taïou quand elle disait ne cachez pas l'enfant. Cacher, cette expression, disparition cachée, vous voyez, j'attrape les mots au vol. Et j'aimerais dire que le regard des gens fait peur en Afrique. On a peur que les gens voient, ne montre pas, ne dis pas aux gens que tu vas aller composer le bac. Ne dis pas aux gens tant que tu n'as pas les résultats. Et même quand tu construis ta maison, même les gens qui sont responsables et qui ont plein de diplômes, ne dis pas que tu vas construire parce qu'on peut te coincer, on ne sait jamais. Il y a des mauvais yeux dans ce village. Alors voilà, donc le regard des gens. Alors ça, c'est bien de comprendre comment les gens pensent. Hein. On peut être contre ça, mais tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas utiliser. Et ça peut être utilisé, puisqu'on sait qu'ils ont peur du regard, ben on peut utiliser ce qu'ils aiment pour arriver à passer une information. Ce n'est pas de l'éducation, c'est vraiment de la guidance pour l'accompagnement. Alors après, vous posiez la question de la souffrance, je pense, de la maman qui souffre derrière. Effectivement, on l'a discuté tout à l'heure déjà, c'est-à-dire que c'est clair que ça va l'interroger et elle va se questionner sur ce qu'elle n'a pas fait. Parce que la question c'est, est-ce que c'est parce que je n'ai pas fait ci et ça? Et je me rappelle d'une très mauvaise blague algérienne en particulier, où quelqu'un disait, gifle ton fils ou alors je vais m'arrêter au fils parce qu'après l'autre côté n'est pas très intéressant aujourd'hui où on est égaux et on est complémentaires, mais gifle ton fils, si tu ne sais pas pourquoi, il sait pourquoi. Bon, alors cette blague c'est pour dire que ton fils il a toujours fait une bêtise. Si tu l'as giflé, à un moment il va se dire pourquoi il m'a giflé, c'est peut-être parce qu'hier j'ai pris un petit truc dans la marmite sans lui dire. Donc, la maman qui va voir son fils va se dire c'est peut-être parce que, et c'est peut-être parce que. Donc, il est important de travailler aussi sur la cause, de dire les choses pour que les gens se construisent quelque chose qui va les déculpabiliser et qui va plutôt les transformer pour qu'ils deviennent eux-mêmes les acteurs de leurs soins. D'accord. Alors, nous allons entrer dans la phase des propositions de solutions. Il y a deux cas, finalement. Je voudrais que l'on commence par le cas de Indira, quand même. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour Indira aujourd'hui? Pour le cas de Indira aujourd'hui, donc, elle doit se rapprocher d'un hôpital. Nous avons à Douala les hôpitaux qui s'occupent des tumeurs, je vais dire ça, du diagnostic des tumeurs et de leur traitement. Donc, l'hôpital général de Douala, l'hôpital à Kentini, l'hôpital de district de Bonasama, elle peut commencer par là pour avoir au moins le diagnostic. L'hôpital, nous avons le docteur Kamgep qui est là, chirurgien pédiatre, donc elle peut aussi se rapprocher de l'hôpital protestant de BP-Cité. Là, on peut faire déjà le premier pas vers le diagnostic. Quand on pose le diagnostic, s'il s'agit d'un cancer, à ce moment, les centres, la prise en charge sera premièrement un traitement médicamenteux, donc on va lui donner des médicaments par la perfusion. C'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Donc, il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas une machine, ce sont des médicaments par la perfusion qu'on va commencer à lui donner pour essayer de diminuer au maximum la taille de cette tumeur-là, parce qu'on vise la prise en charge par le chirurgien. Et on a beaucoup de chance d'avoir le docteur Kamgep qui est là. Donc, on vise vraiment le traitement, nous on dit l'ablation de la tumeur. Donc, on enlève toute cette masse et qu'on essaye d'avoir un bras qui ressemble au bras d'un enfant de cet âge-là. Donc, c'est un traitement de longue durée. Il ne faut pas qu'elle se décourage aujourd'hui parce que la prise en charge des cancers, c'est, je vais dire, toute une vie, mais la phase active de traitement peut aller de 6 mois à 1 an, pendant les moments où elle fait les allées et venues à l'hôpital. Et tout ça, il faut continuer avec les soins palliatifs. Donc, la prise en charge de la douleur. Nous avons la chance d'avoir à Bonasama, vraiment grâce à la directrice, de Dr Dinabel, on a une équipe de soins palliatifs. Je ne vais pas dire on a un service de soins palliatifs et on a aussi des prises en charge à domicile. Donc, si elle choisit d'arriver à l'hôpital du district de Bonasama, elle sera automatiquement intégrée dans les malades à visiter à domicile. Donc, le jour où elle ne peut pas arriver, même si elle ne peut pas arriver à l'hôpital, on la programme et puis l'équipe vient lui rendre visite, causer avec sa famille, lui dire comment elle doit gérer son enfant à la maison et au quotidien. Donc, cette prise en charge, elle continue. Il faut qu'elle se booste pour aller vers le traitement de cet enfant-là. Très bien. Ça, c'est le cas de Indira. Docteur Yemi, oui. Indira est malade. Oui.
Indira est malade. Bon, je pense que le docteur a tout dit. Et j'ai cru comprendre, sauf si je me trompe, que les parents habiteraient le quartier Ndobo. Bonandale. C'est Bonandale, un peu plus... Non, c'est à Bonabéry. Bon, c'est à Bonabéry. Donc, je connais très bien le docteur Dinabel. Je pense que au sortir d'ici, même la semaine prochaine, moi, je peux aller la rencontrer pour lui faire comprendre qu'il y a un enfant qui a des problèmes et qu'il faut lui venir en aide. Je ne pense pas qu'elle puisse être réfractaire, n'est-ce pas, face à cet enfant-là. Donc, comme l'a si bien dit, mais j'insiste encore, il va falloir faire des examens, je dirais biologiques, faire soit une biopsie ou alors une cytoponction pour connaître exact, parce que nous sommes encore en train de dire tumeur. Quant à moi, je ne suis pas encore sûr que ce soit une tumeur. C'est une masse dont on ne connaît l'origine. Le chirurgien là, c'est une masse dont on ne connaît encore l'origine. Donc il faut connaître exactement la nature de la tumeur. Ça peut être un simple abcès. On me dira que mais un abcès qui fait, c'est pas 1 an, 8, c'est possible. Nous en avons vu dans la médecine, quoi. Donc, il est impérieux de faire soit une ponction, soit une biopsie afin de connaître la nature. Si c'est une tumeur maligne, on saura comment. Si c'est une tumeur bénigne également, on saura quoi faire. Et puis, vous allez parler pour la seconde fois parce que nous reviendrons encore vers vous pour le cas de Gabriel. Alors, docteur Kamgeb, qu'est-ce que vous proposez pour Indira? Je pense que le docteur Tayou est spécialisé dans ce genre. On se réfère à vous de temps en temps. Et puis, oui, nous sommes à disposition. Ce qui est sûr, c'est que le chirurgien, dans le cadre de la chirurgie oncologique, le chirurgien travaille toujours avec l'oncologue. Et l'expérience a montré que même lorsqu'il s'agit de quelque chose de malin, la main est d'abord passée à l'oncologue qui commence et qui après dit maintenant c'est la part du chirurgien parce que cette perfusion, cette chimiothérapie va réduire la masse, va la concentrer et va délimiter les plans. Donc ça rendra la chirurgie facile. Parce que si d'emblée, et puis bon, à la fin, nous retournons le malade encore à l'oncologue pour continuer les séances. Parfois, il faut passer à la radiothérapie, parfois. Mais ça dépend. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas dire que cet enfant est une tumeur maligne. Parce que quand nous voyons même la radio, la masse est circonscrite, elle est arrondie, il n'y a pas de calcification. Vraiment, il y a des examens qu'il faut faire parce qu'en allant vers ces examens, on peut encore sourire après en se disant c'est quelque chose. Il faut des moyens pour faire ces examens. Et c'est pour ça aussi qu'il faut interpeller les hommes de bonne volonté. Des hommes de bonne volonté. C'est notre rôle aussi ici à la télévision, de dire aux Camerounais qui peuvent aider ceux qui ont des difficultés et soutenez-les. Voilà. On a parlé de la Fondation Chantal Biya, souvent, qui prend en charge les cas de cancer, dans le cas où c'est positif, que c'est un cancer, et quelle est donc la démarche à adopter pour y arriver? C'est aussi là l'autre problème, docteur Eyum. La proposition de sortie pour... Alors, la proposition de sortie pour Indira, j'ai été content d'entendre parler du docteur Dinabel Esther, que je connais aussi, et qui est quelqu'un parmi tant d'autres à Douala, mais qui se distingue parce qu'elle monte une équipe et une démarche qui est particulière. Cette question des VAD, des visites à domicile, est vraiment allouée. Mais l'autre chose, c'est que dans son équipe, il y a quelqu'un qui fait de l'accompagnement psychologique un peu, qui fait un peu de l'accompagnement psychologique. Et ça, c'est très important, avant, pendant et après le soin. Avant, parce qu'il faut expliquer même à l'enfant, tout petit qu'il est, il se connaît. Il comprend que là, on m'amène quelque part et on risque de... J'entends maman dire que j'ai déjà été dans un appareil et il paraît que je risque de recommencer et tout. Et les docteurs, là, ils risquent de me couper ceci ou cela. L'enfant, il entend bien. Donc, c'est important de dire à l'enfant, en utilisant son langage à lui, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, maintenant, pendant que l'enfant va être pris en charge, la maman en a besoin aussi. Et peut-être que le père et les autres autour. Et après l'intervention, il y aura nécessairement une modification de l'image du corps. Donc, il est important d'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que le soin soit terminé. Voilà. Très bien. Alors, ça, c'était pour le cas d'Indira. Maintenant, Dr Kamgeb, c'est à vous que je donne la parole en premier, parce que nous parlons du cas de Gabriel, le petit de 2 ans, qui, vous avez dit qu'il n'y a pas de difficultés véritables pour... Je pense que Gabriel est gérable. Je crois que je l'ai examiné. Je crois que nous avons discuté au téléphone lorsque vous me l'avez envoyé.
Et ça fait partie des classiques de la chirurgie pédiatrique. Donc, je pense que je ne parlerai pas beaucoup parce que c'est des choses que nous allons discuter. Peut-être interpeller. Dans tous les cas, nous discuterons avec l'équipe d'Equinox pour la prise en charge de Gabriel. Voilà. Je laisse Equinox parler aux autres. Mais nous, oui, vous vous adressez à ceux qui vous regardent également, puisqu'il faut l'accompagnement. Non, Equinox m'a appelé ici et j'ai discuté avec Equinox. Voilà. C'est aussi ça. Dr Yemi. Oui, Flavien, moi je pense que le problème du petit Daniel, c'est un problème financier. C'est un problème financier. Ce n'est pas un problème tout à fait médical. Non, c'est pas médical parce qu'il faut subir peut-être une chirurgie, mais il faut les moyens. Parce que son intervention, elle est gérable, mais il faut les moyens. Il faut les moyens pour y arriver. Donc nous faisons appel aux âmes de bonne volonté, de bien vouloir venir à cette dame, de bien vouloir venir en aide à cette dame. Bien sûr, docteur Kamgep, au préalable, je proposerais qu'on refasse une échographie de contrôle pour se rassurer exactement. Non, je l'ai vu, j'ai plus besoin d'écho. Bon. Donc j'ai juste besoin d'entrer au bloc. Voilà. Bon, s'il a déjà vu, donc voilà. Je me résume donc à dire que c'est un problème financier et qu'il faille que les âmes de bonne volonté viennent en aide à cette pauvre maman. Merci. Docteur Tayo? Je vais revenir à la même chose par rapport à la petite Idira. Mais c'est vous quand même qui avez le gros de la solution. Vous l'avez dit, pour le cas d'Indira, c'est pareil pour le cas de Gabriel. Oui, c'est la même chose pratiquement. Après, Dr Yemi a bien fait d'insister sur la question de la solidarité. La solidarité, vous savez qu'il y a deux concepts, la charité et la solidarité. Je m'arrête à la solidarité, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la solidarité, Dr Tayo l'a dit, le groupe, la famille, parce que là on interpelle les âmes de bonne volonté, mais il y a peut-être une famille un peu plus large et on se rend tous compte du délitement de nos familles. La preuve, on arrive là, on trouve 3-4 personnes dans la maison et voilà, il y a une époque qui a changé. Donc il faut qu'on les interpelle, tous les parents de cet enfant qui sont dans ce pays, qu'ils s'imaginent que là il y a de la souffrance et qu'ils assistent. Mais là, en termes d'accompagnement, c'est la même chose qu'en psycho-oncologie, c'est avant, pendant et après qu'il faut amener l'accompagnement. Très bien. Alors, c'est déjà de l'espoir, puisque venir s'asseoir sur ces chaises dans le cadre de cette émission Regard Social, c'est déjà de l'espoir et c'est ce qu'on leur dit très souvent. Et à la fin, il y a toujours des solutions. Merci à vous, chers messieurs, et d'être venus partager avec nos téléspectateurs. Je vous invite cette fois à suivre également un autre reportage, un cas social. C'est une fillette de 4 ans qui souffre également d'un cancer de l'œil. Donc, juste après, nous allons revenir et recevoir Irène Tembe. Capitale économique du Cameroun. Le soleil est au rendez-vous. Et l'équipe de Regard Social est déjà dans les ruelles de cette partie de la ville. Mayo Karine, 37 ans, et sa fillette Ange Kessi, 4 ans. C'est depuis des années que cette maman et sa fillette parcourent les villes et quartiers du pays à la recherche de la guérison du mal qui détruit progressivement la vue de son enfant qui n'a pas encore goûté aux délices de la vie. Parce que la vie, je n'arrive pas vraiment à la comprendre. Quand j'ai accouché ma fille, je ne savais pas qu'elle devait sortir malade. Depuis que j'ai mis l'enfant au monde jusqu'à nos jours, je ne fais que souffrir. Depuis, je ne fais que marcher dans les hôpitaux. Karine, la maman de Ange, pense qu'elle vit dans un autre monde. Le cancer de l'œil est désormais un véritable handicap pour l'épanouissement de sa fille. Mon enfant, comme vous voyez là, elle me prend tout mon temps, toute mon énergie. Je ne vis que pour la voir souffrir parce que je ne peux rien. Je n'ai même pas assez de moyens pour pouvoir l'amener pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Parce qu'à ce niveau où je me trouve, ma maman s'est tellement endettée. On a fait le scanner que le médecin avait demandé. Quand on a fini de faire le scanner, on a dit que c'était un cancer. Il fallait automatiquement amputer son œil. Parce que d'où elle a l'œil gauche, elle n'a pas l'œil. La petite Ange Kessi, toute naïve encore,
n'a pas demandé à naître. Sa mère peine à comprendre ce qui est arrivé à sa fille qui n'a que 4 ans et ne va pas encore à l'école à cause de cette maladie qui ternit son visage. Qu'est-il arrivé à la petite Ange Kessie? J'ai su qu'elle était malade au moment où, quand je me suis levée un matin, quand je regarde l'enfant, je vois apparaître une petite étincelle dans l'œil, dans la pupille noire de l'enfant. Quand j'appelle l'enfant les premiers jours, la boule disparaît. Quand je l'appelle pour mieux regarder, la boule disparaît. C'est après une semaine que la boule s'est installée définitivement. Ma petite soeur, je n'avais même pas un franc. C'est où ma petite soeur maintenant me dit, maman, est-ce que ma grande soeur, est-ce que tu vois l'œil de l'enfant là? L'œil de l'enfant, ce n'est pas bien. Elle dit que, ah, maman, l'enfant, depuis que l'enfant, si j'ai accouché l'enfant, elle ne fait comme une, je ne sais pas ce qui ne va pas. La découverte du cancer de l'œil chez cet enfant a imposé une nouvelle vie à Karine, sa mère. Elle est sans emploi et impuissante face à toutes sortes d'actions devant concourir au bonheur de sa fille. Depuis le moment où on a dépisté que ma fille avait un cancer, on n'a même pas de quoi manger. Tous les jours, on n'a même plus de quoi manger ici. Avant, je n'habitais pas dans cette maison, j'étais dans un petit logement où je vivais seule. C'est parce que je n'arrivais pas à payer le loyer que je suis rentrée vivre dans la maison familiale. Et pour manger, c'est tellement difficile. Pour laver même les habits de l'enfant le matin, il faudrait que j'aille demander des savons chez la voisine pour pouvoir laver au moins ses vêtements. Mayo Karine ne cesse de parcourir les factures et autres documents médicaux qui entourent le processus de prise en charge de sa fille, à ce jour coincé faute de moyens financiers. C'est quand je vais à l'hôpital Acha que ma petite soeur a pris 5 000 francs pour me donner. Je n'avais plus rien. J'ai vu 5 000 était tellement petit pour aller à l'hôpital. Où je n'ai pas prêté maintenant un autre 10 000 quelque part pour me rendre à l'hôpital de Acha. De là maintenant, on me fait les examens. Quand le docteur me voit, il appelle son confrère. Eux, ils s'associent maintenant et ils me demandent de faire un examen. L'examen là m'a coûté presque 12 000. C'est où maintenant, quand les résultats sortent, ils me disent que c'est le cancer. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les appareils adéquats pour pouvoir suivre ce traitement-là. Il faudra que j'aille soit à la Kétini, soit à l'hôpital général. Là, je suis rentrée étant abattue, je n'avais même plus de force. La voiture pouvait même me cogner en route, puisque je n'avais même plus de force. Quand on m'a flashé que mon unique enfant avait le cancer à l'œil, j'étais dépassée. Tellement dépassée même que quand je rentre à la maison, j'explique à mes voisines où j'habitais avant. Ils disent que non, ça peut être un mauvais diagnostic. Il faut rester calme parce que j'étais vraiment dépassée. Quand j'arrive, ils me disent non, laisse, il faut aller le deuxième jour, il faut aller voir, il faut te débrouiller. Là, tu pars dans un autre hôpital pour voir comment ça va se passer. Peut-être c'est un mauvais diagnostic du médecin là. Et dit que moi, d'où ici, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que l'enfant a fait à qui pour avoir ce genre de maladie? Qu'est-ce qu'elle a pu faire à qui pour avoir ce genre de maladie? Les maladies que je n'avais jamais, en dehors de comprendre dans la télé, dans des séries, je n'avais jamais compris parler de ce genre de maladies ici. Tellement dépassé, j'ai laissé, au fur et à mesure, j'ai laissé passer une semaine parce que je n'avais pas d'argent pour amener l'enfant à l'hôpital. Les nuits de la petite Ange Kessie sont de véritables cauchemars. La douleur peine à s'estomper chaque soir et c'est la famille restreinte qui paye le prix, même si le géniteur est resté jusqu'ici invisible. Bon, elle n'est pas éveillée comme d'autres enfants, tellement retirée parce qu'elle a toujours mal. Au niveau du cou, il y a toujours les ganglions là et l'œil constamment, elle est en train de pleurer. Maman, mon œil fait mal. Toujours, elle me crie sur les oreilles, maman, mon œil est en train de me faire mal. D'où elle est là, elle a déjà 4 ans. Elle ne va même pas à l'école parce que faute de moyens, parce qu'il faut déjà qu'elle soit prise en charge pour la maladie avant de pouvoir penser même à l'école. Je suis séparée avec son père quand l'enfant avait 9 mois. Depuis ce jour, franchement parlant, je ne sais pas. Quand je l'ai même appelé, même pour lui dire que l'enfant était malade, il me dit que l'enfant c'est pour la mère, l'enfant n'est pas pour le père. Bon, pour me dire que je n'ai qu'à prendre soin de mon enfant comme je peux. Bon, je suis dépassée. Difficile donc pour cette dame. La petite Ange vous regarde.
Elle supplie les âmes de bonne volonté à travers ce regard de lui. C'est donc la vie de Ange, la petite Ange Kessie, qui est donc âgée de 4 ans et qui souffre d'un cancer au niveau de son œil gauche. Vous avez vécu et on a commencé déjà à recevoir des aides pour cette fillette qui a besoin d'un soulagement. Et Irène Tembé sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui. Vous avez la situation financière de Ange Kessie. Tout à fait. Les différentes contributions à l'encontre de Ange sont les suivantes. Madame Martine, 4 000 francs. Piment, 5 000. Étoile et Trésor, 5 000. Un bienfaiteur de Douala, 50 000. Bienfaiteur, 10 000 francs. Ayafor, 2 500. Amical du 3e millénaire, 20 000. Tala Idriss, 1000 francs. Séverin Chofo, 1500. Bruno Tezem, 2500. Bienfaiteur, 1000 francs. Singe Etienne, 2000. Yuden Merveille Linda, 10 000. Madame X de Bonaberry, 5 000. Timi Ekele, 5 000. Bekima Elsa et Vicky, 12 000. Bienfaiteur anonyme, 2 000. Bienfaiteur anonyme, 20 000. Bienfaiteur orphelin, 8 000. Une famille bienfaitrice à Kribi, 40 000. Foncha Monikanda, 10 000 francs. Une bienfaitrice, 5 000. Famille Singwe, 5 000. Une inconnue, 5 000. Diane, 3 000. Un bienfaiteur du Mali, 5 000. Dongo Ekobe, 3 000. Charlotte de la Cité Verte, 30 000. Famille Kémonier de Kojefar, 5 000 francs. Association des enseignantes de l'éducation de base à Fumban, 20 000 francs. Deux bienfaiteurs, Radana Ousden et Sana Allen Parisa, 32 000. La Makin Garbeye, 3 000 francs. Ce qui nous donne un montant pour le cas d'Ange. Nous avons un montant de 371 000 francs CFA. Oui, et nous continuons à attendre la réaction des âmes de bonne volonté. Tout à fait. Pour lui venir en aide, justement. Alors, après le cas de Ange, nous ne serons sortis sans faire un clin d'œil à l'association des ressortissantes 100% filles Bakoko de Douala qui a fait un geste à l'encontre des enfants Tchafak atteints d'éléphantiasia. Ils ont donné un montant de 75 500 francs CFA. Très bien. Alors, je vous invite à suivre notre cas social, oui. Le cas social de Diane-Marie, qui est donc cette jeune dame au sein d'une longueur de 25 cm et de 5 kg de poids pour chaque sein. Elle est donc dans cet état. Elle a besoin de votre aide également pour sortir de ce pétrin. Juste après, nous vous donnerons la situation financière de Diane-Marie. En Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est un jour spécial pour cette famille. À la faveur de la montée de la Vierge Marie vers le ciel, c'est la sœur Diane-Marie qui dirige la prière ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœur Diane-Marie est âgée de 33 ans. Née d'une famille de parents chrétiens, la fidèle de l'Église catholique est dotée des dons de guérison qui certainement ont motivé son entrée dans le corps des sœurs religieuses. Ce qui me pousse à prendre cette décision d'être religieuse, c'est parce que non seulement étant dans mon état de maladie, je vois aussi d'autres personnes qui souffrent et
et je suis aussi capable de venir en aide à ces personnes malgré mon état. Je prends donc la décision délibérément d'entrer dans le service, non seulement pour moi, d'abord pour Dieu, pour moi et pour les hommes. Parce que ne faut pas être égoïste. Ce que tu reçois gratuitement venant de la part du Seigneur, il faut aussi partager. J'ai ce don de prière, d'aider les autres. Ça commence d'abord par ma famille. Ceux qui sont dans le besoin, je les aide par des prières. Et maintenant, il faut aussi étendre le champ de possibilités auprès de ceux qui sont dans la souffrance. Voilà donc pourquoi je prends donc cette décision d'entrer dans le monde religieux, d'abord pour moi et pour ma famille et ensuite pour le peuple qui vit dans la détresse. La missionnaire franciscaine qui a autour des reins le cordon de chasteté avec à l'autre bout le rosaire est une chrétienne engagée qui respecte la loi de Saint François d'Assise. Je m'appelle Nkoulze Marcel Diane. Mon nom religieux, c'est Sœur Diane Marie de l'Enfant Jésus. Je suis missionnaire franciscaine du Sacré-Cœur de Jésus, TOR. TOR qui veut dire Tiers Ordre Régulier. Nous suivons la loi de Saint François d'Assise qui prône sur la diaconie des malades, c'est-à-dire nous faisons dans des prières. J'ai décidé d'être religieuse pour le souci aussi d'aider d'autres personnes qui étaient comme moi. Comme l'apôtre Paul, il est entré en service étant malade. Et dans cette posture, vu que lorsque je faisais certaines prières, ça aidait certaines personnes. Et voilà pourquoi je me suis dit il faut entrer dans le système, non seulement pour servir Dieu, même si je suis dans la maladie, mais aussi pour aider d'autres personnes qui étaient et qui sont même dans le besoin comme moi. Et surtout pour faire établir la gloire de notre Seigneur. La sœur religieuse de l'Enfant Jésus est souffrante. C'est là où cette mission devrait même continuer. C'est là où je dois manifester même, montrer au monde que le Seigneur vit. C'est là où je dois même beaucoup plus témoigner auprès de ceux-là qui doutent encore de l'existence de Dieu. Donc, je ne peux pas et je ne pourrais même pas laisser le Seigneur, non, ni même le service divin. Ça sera impossible. Sa position assise cache mal ses atouts de chanteuse. Marie, tu nous aimes. Marie, tu nous aimes. Porte-moi sur tes genoux, Marie. Berce-moi comme ton enfant. Ô mère des pauvres, refuge des affligés. Pitié pour moi, ô Vierge très sainte, pitié, pitié pour moi. Marie, tu nous aimes. Marie, tu nous aimes. Porte-moi sur tes genoux, Marie. Berce-moi comme ton enfant. Sœur Diane Marie est handicapée. Elle éprouve toutes les difficultés pour se déplacer et à côté de ce handicap, elle traîne avec elle des seins de 25 cm de long, pesant chacun 4 à 5 kg. Je vous assure que c'est très difficile pour ma soeur. Ou même vous avez eu à constater. C'est comme ça depuis l'enfance.
Même pour fréquenter, il fallait toujours qu'on la porte pour l'amener à l'école, pour celui qui était disponible. Jouer avec les autres enfants, ce n'était pas facile. Elle était toujours assise sur place. Vous avez vu, même pour aller se laver, il faut qu'on l'aide. Parfois même, il faut qu'on la porte pour l'amener jusqu'aux toilettes afin de prendre son bain. S'habiller, c'est un problème. Elle a bien la volonté même de nous aider dans les travaux, mais comment se déplacer sur place? Comment est-ce qu'on peut admettre ce genre de personnes, ce genre d'infirmité dans les lieux de service? Et je vous dis, dès qu'elle fait 2 pas, elle est essoufflée. Essoufflée. N'en parlons plus si elle tombe malade comme le palu, le mal de ventre ou si elle attrape une diarrhée. Je vous assure mes frères, normalement, là où elle est toujours assise avec auprès d'elle un pot pour faire ses petits besoins. Et c'est gênant. Quand on va dans les lieux publics, est-ce qu'il va falloir toujours qu'on parte avec le pot? C'est très difficile pour elle. La sœur religieuse est mal dans sa peau. Ses seins ne cessent de prendre du volume. Avec son handicap, c'est la désolation chaque fois qu'elle passe proche d'un miroir. Je n'aime pas me faire mirer, justement parce que avant, à l'époque de toutes mes sœurs, j'avais moins de seins. Et après, il y a de cela 8 ans, lorsque ce mal a commencé, quand je me faisais mirer, l'image de mes seins, ça ne me plaisait pas. Et à un moment même, ça a pris de l'ampleur, au point où moi-même, je ne me reconnais plus. Voilà pourquoi je le mets même très loin de moi. Parce que je n'aime pas l'image de ces seins-là. Je n'aime pas revoir ce reflet-là. Ce mal-là, ça m'a fait détester même tout ce qui était en relation avec mon physique, avec moi-même. Depuis son enfance, Diane-Marie est la risée des populations. Elle a fini par devenir sédentaire parce qu'elle veut s'éloigner des moqueries. Déjà, dès le bas âge, lorsque je portais même d'abord les béquilles, c'était un regard de pitié. Aujourd'hui encore, ça devient pire. Je ne sais pas quel est le mot qui vient après la pitié. Puisque si déjà, au-delà de l'handicap, je ne parviens pas à me déplacer et encore cette maladie des seins qui vient encore s'interposer. C'est toujours un regard de pitié, c'est toujours quelqu'un qui veut m'aider, c'est toujours quelqu'un qui éprouve, qui veut toujours me soutenir. Or, c'est ça qui me désole un peu parce que je voudrais aussi vivre comme une personne normale. Et comme vous avez vu, lorsque je m'habillais, il peut arriver que j'aille à la messe. Je suis obligée, parfois, pour qu'un habit me suffise, parfois je peux doubler de sous-chemisier. Ou alors je peux même d'abord porter un soutien et porter encore un sous-chemisier qui peut au moins se aplatir pour qu'un habit puisse y entrer. Bon, mais en dehors donc de cet handicap, lorsque cette grossesse de sein vient s'ajouter, c'est là où ça devient tellement difficile. Et c'est là où, bon, comme certains ne connaissent pas d'où vient le mal, ils peuvent se plaindre de la grossesse de mes seins. Parfois, ils peuvent bien se moquer, lancer des intrigues. Bon, mais je suis obligée de supporter tout ça. Ils peuvent, bon, la plupart des cas, ils m'appellent Miss Lolo. La plupart des cas, ils se disent, ah, pousse-toi là-bas avec tes gros seins là. Qui t'a même dit que quelqu'un peut avoir cette grosseur des seins. Qui t'a même dit que tu es sûr que dans cette grosseur des seins, toi-même tu n'as pas eu à faire quelque chose, à prendre peut-être un produit, peut-être pour attirer de l'attention sur toi. Parce que beaucoup de personnes me l'ont dit dès le départ. Bon, mais je me suis toujours tue parce que je sais que c'est quelque chose qui est venu et je ne connais pas l'origine
de cette grosseur-là. Il peut même arriver que tu arrives dans un lieu public où tu as des difficultés, personne ne prend garde à toi. Par moments, lorsque je suis seule, il m'arrive beaucoup de pleurer. Pleurer parce que je suis sur place, je suis malade. À un moment, je suis très solitaire. Je suis très solitaire. Ça me pousse à ne même pas trop affronter le monde extérieur parce que je me dis mon cas est classé, mon cas est fini. Donc par conséquent, je ne dois que rester à l'intérieur. Cela fait 8 ans qu'elle porte près de 10 kg sur sa poitrine. Durant toutes ces années, aucune solution n'a été trouvée. Et la seule chose qui parvient à la distraire, c'est chanter. La vie est empathique sans Jésus-Christ. Tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton règne, la vie a un sens. La vie est empathique sans Jésus-Christ. Tout est confus et sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton règne, la vie a un sens. Diane-Marie est malade. Elle a besoin d'aide pour respirer une vie normale. Elle compte sur vous. Que dis-je? Sur nous. Voilà également la vie de Diane-Marie qui est donc souffrante aujourd'hui. Vous l'avez vu et elle est passée sur ce plateau. Merci déjà à ceux qui ont commencé à contribuer. Irène Tembe, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau. Quelle est la situation financière de cette femme? Je vous ai vu couler des larmes aussi. Oui. Comme a dit Diane-Marie, la vie sans Jésus-Christ, c'est rien. Donc c'est vraiment, chers téléspectateurs, elle a vraiment besoin que vous lui redonniez du sourire. Diane-Marie a vraiment besoin de ce réconfort. Elle a besoin de se sentir femme, mère, aimée. Donc ce soir, c'est l'occasion pour nous tous de donner l'espoir à Diane-Marie. Les différentes contributions à son encontre au courant de la semaine ont été les suivantes. Madame Martine, 4 000. Maman Henriette Dédé à 5 000, une bienfaitrice de Consamba 2 000, une grand-mère 5 000, bienfaiteur 10 000, la famille Computa de PK16 5 000, Bounissimo 2 000, Fadimatou 1650, un bienfaiteur 2 000, Thomas et Coco B 5 500, œuvre divine 5 000, Maman Jeannette 1000 francs, Allemand Kamenek 2000, famille Fondia Kami 2500, famille Veuve Nana 5000, Togo 5000, Madame X de Bonabéry 2500, Ulrich Sungen 2500, une famille à Siméon 15 000, Florence Djawal 2500, une famille bienfaitrice à Kribi 30 000, Jéchonia 20 000, une bienfaitrice 5 000, une chrétienne de Rond-Point 2 000, une chrétienne de Makepé-Cité 5 000, la famille Siewe à Bafoussam 10 050 francs, la famille Fokwe à PK12 10 000 francs, Mario 20 000, une inconnue de PK12 5 000, un bienfaiteur du Mali 5 000, Sandrine Vivoledite, épouse Amatala 2 000, Fedgoum Adrienne 5 000, Tala 1000 francs,
Noah et Bogo, 5 000. Reine Assata Zone, 15 000. Guillaume de Marois, 3 000. Djanda, 1 500. Une famille à Messassi, 10 000. Bala Flavien, 2 000. Famille Ngedi, 10 000. Le tout Alain Simplice, 16 597 francs. Yabi, 2 000. Rosette Njoko Maliedje, 20 000. Bienfaitrice, 5 000. Nous avons au compteur un montant de 650 997 francs CFA pour le cas de Diane-Marie. Très bien. Alors, les contributions sont toujours attendues, puisqu'il faut un peu plus d'argent pour son opération. Tout à fait. D'abord, la phase des examens. Oui, ensuite la phase du traitement. Et il y a aussi, elle doit, comme le disait le médecin en coulisses, elle a besoin de, ce sont des problèmes hormonaux et tout, elle a besoin de perdre du poids pour pouvoir suivre un bon traitement. Mais elle a surtout besoin de votre soutien, chers bienfaiteurs. Vous qui nous suivez en direct sur Facebook, vous qui nous suivez en direct sur les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez nous contacter au 690 50 50 94 pour répondre à l'appel de Diane-Marie. Alors, sans oublier les deux cas de ce soir, le cas de Indira, qui a une boule au niveau de son bras gauche, la petite Indira qui est âgée de 4 ans. Également, le petit Gabriel, qui est âgé de 2 ans et qui a vu ses bourses se balader, comme les médecins l'ont dit sur ce plateau. Donc, ces différents cas sociaux ont besoin de votre apport, votre soutien pour vivre aussi une vie normale, comme beaucoup plus des enfants de leur âge. Donc, merci à vous d'être venu. Merci Flavien, c'est toujours un plaisir. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition. Carlos Minoué, Georges Mitterrand-Dam, Eric Watat, Dani Warren Zede et bien entendu le public qui est là tous les soirs, tous les jeudis soirs. Merci à vous. Et également merci à tous ceux qui sont restés avec nous ce soir. Flavien Dongo, c'était Regard Social.